Bonjour et bienvenue dans ce webinaire où on va parler du CSRD, de la RSE, des entreprises et du monde informatique dans ce contexte changeant, dans ce domaine changeant. Si vous êtes là, c'est principalement parce que vous regardez la rediffusion. Parce qu'il y a des gens dans le chat qui sont au taquet, mais là, la majorité des gens qui vont dans cette section-là du webinaire, ils le regardent en replay. Et moi, je suis super content que vous ayez lancé le replay. Si vous êtes déjà là en direct, posez vos questions. Aujourd'hui, très exceptionnellement, pas de générique, parce que j'ai oublié de le faire pour une très bonne raison, hein, du coup. Donc, ce qui fait qu'on peut commencer à interagir tout de suite. Euh, Déjà, ce que je peux vous dire sur le sujet, c'est que le CSRD, donc là, on en avait déjà fait un webinaire sur le sujet. Le CSRD, il y a un contexte réglementaire qui a changé. Il y a une déréglementation. Et donc, ça change un peu les choses, etc. On va expliquer en quoi les entreprises, enfin, pourquoi les entreprises continuent à avancer sur la RSE, qu'est-ce que ça a changé dans l'environnement. Et on va parler de plein d'autres sujets autour de ça. Je vais revenir sur le plan après avec les invités. Là, pour l'instant, dans le chat, merci aux gens qui sont déjà là. Indiquez-moi, je veux bien savoir déjà si vous êtes plutôt freelance IT, si vous êtes plutôt des gens, des professionnels de la RSE, si vous êtes plutôt dans le conseil. Indiquez-moi un petit peu ce que vous faites. On a le temps de se dire bonjour en tout cas, mais ça m'intéresse de savoir quel est votre métier en particulier. Hop, je vais aller sur LinkedIn aussi pour voir les commentaires en direct. Je suis blagueuse chez Insitu. Bonjour Alexandra, bienvenue à tous. Hop, blagueuse chez Insitu. Tac. Alors effectivement, sans le générique, ça fait un petit peu plus doux. Je peux mettre 2 secondes de générique si vous voulez pour qu'on démarre. Hop, alors, la thématique, bien sûr. Aujourd'hui, on a mis la thématique de la tempête et les entreprises qui tiennent la barre dans la tempête. J'ai vraiment tout écrit autour de ce concept-là, de cette image-là qui est forte. Installez-vous, on va commencer. Et je vais faire venir sur la scène nos invités. Tac. Delphine et Delphine, est-ce que vous êtes prêtes à monter? Ouais, super. Aujourd'hui, du coup, on sera avec Delphine Lopez et Delphine Gibassier. Bienvenue, vous allez bien? Super, très Très bien. bien. Pour vous présenter, donc Delphine G, toi tu es experte en comptabilité durable. Tu es plutôt universitaire, chercheuse. C'est ce que tu as fait, tu en as fait beaucoup avant, c'est ça? Oui. Et aujourd'hui, tu es la présidente, la fondatrice de Vert de Gris. Tu es autrice et formatrice. Tu es connue pour avoir formé plus de 130 personnes, consultants RSE, facilitateurs RSE, facilitatrices RSE, c'est ça? À la CFRD, ouais. À la CSRDE. Alors, qu'on ait le précis tout de suite, la RSE, c'est le sujet en français. CSR, c'est la version anglaise. CSRD, c'est la réglementation européenne sur la RSE et donc le CSR. Je l'ai bien? Parfait. Dans le chat, si vous avez besoin d'un précis grammatical ou quoi, j'ai à côté de moi tout plein de notes qui me disent exactement ce que je peux vous aider. Delphine Lopez, du coup, toi, avant, tu as travaillé chez Danone à la RSE, effectivement. Tu as travaillé à La Poste aussi. Aujourd'hui, tu es facilitatrice et consultante en transformation de modèle. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de travailler à transformer le modèle économique de l'entreprise pour qu'il soit plus durable. C'est ça? Ouais, plus durable, plus pérenne, soutenable par rapport aux ressources qu'on a à disposition, qu'elles soient naturelles ou humaines. Merci Cass pour le rappel, l'enregistrement. Ok, qu'est-ce que je vais dire? Alors, les 4 grandes questions auxquelles on va répondre sur ce webinaire. Finalement, qu'est-ce qui a changé dans le contexte réglementaire? La déréglementation verte, c'est un sujet, et qu'est-ce qui change dans le contexte réglementaire? Salut Manon! Le deuxième sujet, que font les entreprises qui continuent sur la CSRD? Que font les entreprises qui travaillent sur la RSE? Le troisième sujet, c'est parler de la double matérialité. C'est vraiment, si vous savez pas ce que c'est le truc que vous allez apprendre aujourd'hui dans le webinaire. Moi, c'est vraiment je pense, c'est vraiment le clic que j'ai eu sur la prépa et qui est super intéressant. Et le quatrième sujet qu'on va aborder, c'est finalement ces doubles matérialités, comment ça renforce la chaîne de valeur. Quand on est dans l'informatique, on est souvent un prestataire industriel dans une chaîne de valeur industrielle. Il y a des gens qui prennent soin de la chaîne de valeur au-dessus et en dessous de nous. En quoi le CSR, la RSE renforce cette chaîne de valeur? C'est les sujets qu'on va aborder. Est-ce que c'est cool? J'ai tout dit? Vous n'avez rien rajouté, Delphine et Delphine? Pas pour le moment, mais oui, je crois que c'est déjà un beau programme, non? Ouais, c'est un bon programme. Euh,
Avant de commencer, le pitch in situ. In situ, c'est un acteur qui connecte les freelances avec les grands comptes partout en France. Portage salarial, mission, apport d'affaires, tout ça est disponible pour les freelances qui ont besoin d'accéder aux missions chez les grands comptes. Si vous hésitez à devenir freelance, n'hésitez pas à prendre contact avec les BizDev qui sont dans le chat. Notamment, il y a Manon, il y a Alexandra. Je n'ai pas tous les prénoms qui s'affichent, mais les BizDev dans le chat, manifestez-vous très fortement en disant « Coucou, je suis là ». Ils vous aideront à faire une estimation du TJM que vous pourriez avoir si vous passiez freelance. Ils vous aideront à voir chez quel client vous pourriez rentrer, etc. Et c'est hyper rassurant d'être accompagné quand on se lance à son compte. Ils sont disponibles dans plein de villes en France, bien sûr. Bah oui, les BizDev. Ils sont disponibles dans plein de villes en France. Il y a Lille, il y a Lyon, il y a Valence. Je pense qu'à Grenoble, il y a des gens, il y a du business aussi. Manon, elle représente aussi Bruxelles. Elle y est plusieurs fois par semaine. Il y a notre collègue à Nantes également. Aujourd'hui, avec le remote, en plus, on a des missions un peu partout en France. Donc c'est assez chouette. Mettez votre ville en commentaire si vous voulez être contacté directement par le bon BizDev en particulier. On va démarrer avec les premiers sujets. L'idée, c'est bien de comprendre qu'est-ce qui change dans le contexte. Est-ce que, donc plutôt Delphine G, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'omnibus, la déréglementation verte? Est-ce que tu peux nous donner du contexte sur ce sujet-là? Oui. Je pense que c'est fortement quand même lié à un contexte politique. Donc, on va dire que l'année 2024 a vu un changement mondial, pas que européen, mais ça impacte l'Europe fortement. Autour à la fin de l'année, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, mais aussi en Europe, le passage vers un Parlement plus à droite. Mais il faut peut-être rappeler que toute la mandature précédente en Europe a été basée sur le Green Deal. C'était le programme d'Ursula von der Leyen qui a été, elle, reconduit. C'est intéressant. Et donc, cette personne avait conduit un programme très ambitieux de stratégie de développement durable dans un sens très large. Là, on va parler d'une directive peut-être particulière qui s'appelle la CFRD. Je l'ai déjà enterrée. Qui s'appelle la CFRD, qui existe encore. Et autour de ça, il y avait une stratégie biodiversité, une stratégie sur la zéro pollution. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et il y a eu toute une envolée de critiques autour de trop de réglementation. Et puis, je pense que l'élection de Donald Trump, qui, lui, on le sait, puisqu'il a déjà été président des États-Unis, n'est pas un ami de l'environnement en particulier, et un ami de la déréglementation, a poussé l'Europe à partir, notamment après un rapport qui s'appelle le rapport Draghi, sur en fait, l'omnibus, c'est une directive avec plein de sous-dossiers. Il n'y a pas que le dossier CSRD, il y a plein d'autres dossiers qui, en fait, ils essayent de simplifier ce qu'ils ont, d'après eux, complexifié. Voilà. Donc, c'est un pavé qui va durer toute l'année, voire même plus, parce que malgré la vitesse à laquelle ils veulent aller, en Europe, on ne peut pas faire tout dans la précipitation. Il y a beaucoup d'étapes de dialogue. Les directives européennes sont faites autour d'un dialogue entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Donc voilà pour le schéma dans lequel on se trouve. On se trouve dans une déréglementation qui ne touche pas que l'environnement, mais qui touche très fortement ce qui est lié au social et à l'environnement. Si je peux raccrocher sur le webinaire précédent, dans le webinaire précédent, on avait bien parlé du CSRD et du fait qu'il y ait tout un tas de chiffres et de nouveaux KPI à divulguer, qui seraient d'ailleurs audités dans un second temps. Il y avait une deadline sur la fin de l'année ou sur l'année prochaine, c'est ça? Et si j'ai bien compris, l'omnibus, il fait glisser un peu les deadlines en fonction de la taille de l'entreprise, mais surtout, il rend l'audit non obligatoire, c'est ça? Alors, pour l'instant, l'omnibus, il donne surtout beaucoup d'incertitudes. Je crois que ça, malheureusement, ça a apporté énormément de flou, parce que comme ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, il y a un espace-temps où il y a des choses qui ont été stoppées, et beaucoup d'incertitudes sur ce qui va ressortir de la véritable réglementation qui sera votée à la fin de l'année. Donc,
aujourd'hui, il y a des discussions autour de l'audit, il y a des discussions autour du nombre de KPI, il y a des discussions autour des normes, mais en fait, on ne sait même pas qui va être concerné ou pas l'année prochaine. Et malheureusement, moi, je trouve que c'est un peu dangereux de jouer au jeu de j'en ferai partie, j'en ferai pas partie, je dois reporter l'année prochaine en 2 ans, ou je dois plus du tout reporter, parce que soit il faut suivre à la trace et à la culotte tous les députés et savoir ce qu'ils disent là-dedans, soit il faut prendre un peu de recul et se dire, justement, en fait, j'ai entamé, c'est souvent la taille ETI, donc taille ETI, c'est de 150 à 5000 environ, qui a été concernée jusqu'ici. Et de se dire, moi, si j'ai commencé, si j'y avais trouvé un intérêt stratégique, en fait, je continue, mais peut-être avec un peu moins de pression, mais je continue à faire les choses sérieusement parce que, quoi qu'il arrive, c'est d'abord un atout stratégique, on va en parler, c'est un outil stratégique, tout ce qui se trame autour de la CSRD et du SRS. La plupart des entreprises qui ont commencé, malgré tout, à faire des choses ces dernières années, c'est-à-dire à embaucher une direction RSE, à faire des bilans carbone, à se lancer dans la CSRD, se sont rendus compte qu'ils avaient tout intérêt à le faire pour le bien de leur entreprise et souvent pour la pérennité économique. Donc, l'omnibus apporte beaucoup d'incertitudes et beaucoup de... et ça, les entreprises n'aiment pas. C'est généralement, d'ailleurs, ce que disent même les syndicats qui défendent les PME et les entreprises en général en France. Ce qu'elles n'ont pas aimé dans ce qui s'est passé en France ces derniers mois, c'est l'incertitude. C'est si tu sais que tu es un gouvernement plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt au centre, plutôt je sais pas quoi, tu sais à peu près ce qui va se passer. Si tu sais que ça va valser, tu sais pas. Et là, en fait, l'omnibus a surtout créé de l'incertitude pour les entreprises. C'est ça qui est gênant. Qui dit incertitude, dit tu frises tout. Bon, et ce qu'on voit, c'est que heureusement, c'est pas ça qui se passe, mais c'est un peu pour le monde économique, c'est un peu le danger, c'est que est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas, est-ce que j'avance, est-ce que j'avance pas, est-ce que je fais plutôt ça plutôt qu'autre chose, sans savoir où je vais mettre les pieds. C'est ça qui est le danger de ce qui est en train de se passer. J'ai une question à te poser en particulier. Lors du dernier webinaire, on a parlé de 4200 KPI avec une granularité plus ou moins précise à divulguer pour toutes les entreprises. Alors en vrai, moi en tant qu'informaticien, je me suis dit, chouette, ça va faire du travail. Les CFO, ils vont pas y arriver dans Excel. On va avoir besoin de nous pour mettre en place des Power BI et des choses comme ça, tu vois. Et finalement, tu me dis que c'est faux. En fait, c'est pas si compliqué et les comptables, ils vont y arriver sans les informaticiens, c'est ça? Alors oui et non. Alors, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, on a voulu, et ça, moi, comme j'ai fait partie de l'équipe qui a écrit les normes ESRS, on en a beaucoup parlé des fameux data points. Je vais peut-être revenir à ce que c'est, parce qu'en fait, je pense que ce terme-là, tout le monde ne sait pas ce qu'il y a derrière, et je ne suis même pas sûre que les FRAG sachent ce qu'il y a vraiment derrière comme définition. Les FRAG, c'est le groupement qui va stocker toutes les données pour qu'on puisse se comparer entre entreprises sur les KPI, c'est ça? C'est le standardisateur. C'est surtout le standardisateur européen des normes environnementales et sociales des entreprises. C'est eux qui font la taxonomie aussi, ou c'est une autre réglementation, la taxonomie? C'est une autre réglementation. Je fais exprès, t'as vu? Donc c'est les FRAG. Donc les FRAG est un organisme semi-privé qui a pour mission d'adopter les normes comptables financières et qui a maintenant une deuxième jambe, et c'est les normes extra-financières. Et donc j'étais dans les FRAG pendant plusieurs mois, années, et on parlait des data points. Les fameux data points, peut-être que même les informaticiens qui nous écoutent, ils ont une autre vision de ce que ça peut être. Mais l'idée, c'était de pouvoir donner une information aux entreprises de la plus petite ligne possible, de la plus petite donnée, de décomposer et de dire, voilà, ça, c'est la plus petite ligne. Et donc, si je vous compte, il y en a 1000, il y en a 200, il y en a machin. En fait, malheureusement, ça fait d'abord, ça donne du grain à moudre à ceux qui n'en veulent pas, parce que dès qu'on dit 1000 plutôt que 100, c'est moins bien si on dit 10 000. Du coup, ça veut dire aussi que dans les politiciens, on a tout entendu, on a multiplié le chiffre par 5 000, 10 000, voilà, c'est qui ne voulait rien dire. Donc, ça a beaucoup desservi les ESRS d'avoir ce chiffre-là. Et en fait, mais pour du les coup, tu reviens entreprises... bien à un sujet, c'est que même pour le consommateur, à la fin, l'idée, c'est que les chiffres, ils aient du sens. C'est-à-dire que mon t-shirt, je l'ai acheté, il y avait marqué sur la fiche combien de CO2 il avait coûté. Oui. Par contre, ça n'avait aucun sens. Du coup, la seule comparaison qu'il disait, c'est ça fait 14 km en voiture, tu vois. Alors, moi, je fais pas de voiture, du coup, ça me paraissait beaucoup.
Mais en fait, ça Tu sais dessert pas si plus. ça fait beaucoup, si ça fait pas beaucoup, Ouais, et puis oui, surtout quand je vais chez un concurrent, si ça se trouve, c'est 800 km de voiture en fait. Et je sais pas dire, enfin, vu qu'il y a que ce fabricant-là qui le donne, je sais pas comparer avec les autres, tu vois, et le t-shirt est moins cher, plus cher, ouais. etc. Tu vois. Donc c'est vrai que Ben, sans prendre repère, divulguer des chiffres, si tu es tout seul à divulguer des chiffres qui n'ont pas forcément de sens pour le consommateur, bah ça donne ce truc où bah, on a multiplié le chiffre par 5000, on sait même pas si c'est le bon ou pas, quoi. alors déjà, oui, bah, déjà en termes de quantité d'informations et par rapport au rôle des informaticiens, la quantité des informations qui étaient demandées était surtout qualitative et non pas Mhm. quantitative. Et ça, Ouais, c'est important quand même de le donner et de le dire. C'est pas parce que c'est narratif ou plus qualitatif que ça n'a pas d'intérêt. Ce que les ESRS et la CSRD ont demandé jusqu'ici, c'est de comprendre la stratégie et la trajectoire que les entreprises prenaient. Donc il y a du quantitatif derrière, mais avant tout, c'était quelle est votre gouvernance, quelles sont vos politiques, vos plans d'action, et derrière la ouais, mesure de vos plans d'action. Et ça, ça fait, évidemment, si tu multiplies tout, et si tu es une très très grande entreprise, on a parlé de Danone, L'Oréal, Schneider, j'en sais rien, peu importe, si tu es une entreprise du CAC 40 ou l'équivalent en Allemagne ou en Espagne, oui, tu vas avoir quand même beaucoup de choses à faire, mais c'est aussi parce que tu as une grosse chaîne de valeur. Si tu t'appelles ouais. Orange, il y a des téléphones, les téléphones, tu les mines, enfin bref, il y a tout ça. Par contre, si tu es une ETI ou si tu es... moi, j'ai travaillé avec une entreprise qui faisait tout juste les 250 salariés. Tu as une chaîne de valeur qui est quand même plus simple et surtout que tu connais mieux parce que généralement, tu es très proche de tes fournisseurs et des gens qu'il y a autour. Donc, le Mhm. nombre d'indicateurs ou même de données que tu vas avoir à faire est beaucoup plus limité. Tout à l'heure, on parlera de double matérialité. Si c'est bien fait, tu élimines beaucoup. Et en fait, Ouais. c'est un mythe de dire on va avoir des milliers de trucs à faire, mais quelle horreur, il va falloir des systèmes d'information dans tous les sens. Ça n'a jamais été ça. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on rentre dans la compréhension de cette norme-là et qu'on le voit avec les entreprises nous disent ah bon, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a eu. Les gens se sont montés le bourrichon parce qu'il y a des entreprises qui étaient contre. Pourquoi certaines entreprises sont contre et pourquoi, par exemple, l'Allemagne, beaucoup des grandes entreprises allemandes ne veulent pas de cette norme-là? Parce que ça montre la réalité de là où ils en sont et de ce qu'ils font et surtout de ce qu'ils font pas. Et on parlait de comparaison. Tout à l'heure, tu disais, je ne peux pas comparer mon t-shirt. Là, c'est vraiment une comparaison au niveau de l'organisation. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que dans les entreprises qui ont déjà dû publier, qui sont au CAC 40, qui sont dans et l'équivalent dans les autres pays, elles ont publié et on peut voir aujourd'hui la réalité de comparer une entreprise qui fait du cosmétique en Allemagne versus la France versus l'Espagne. Et ça, c'est important de pouvoir le faire parce que ça montre quand même l'état des choses et ceux qui noient un peu le poisson versus ceux qui sont un peu plus dans le détail versus ceux qui disent on n'a pas encore fait, etc. Donc la directive, elle avait et elle a encore, je crois, cette vision, et j'espère qu'elle ne sera pas complètement dénaturée cette année, d'être devenue la norme presque internationale, parce que enfin, il y avait. D'ailleurs, c'est une norme publique. Il faut savoir que toutes Mhm. les normes étaient privées. Et nous, on a quand même défendu un intérêt public. Ça, je pense que c'est important pour tous ceux qui nous écoutent de savoir que quand on les a écrits, on défendait l'intérêt du citoyen européen, voire global. Nous, citoyens de la Terre, on a encore envie d'une Terre demain, et on ne défendait pas les intérêts privés. Donc ça, Ouais. c'est super important de le dire. Et aussi, c'est un travail de centaines de personnes avec beaucoup d'intervenants extérieurs aussi qui nous ont apporté. Moi, sur la biodiversité, j'ai consulté les meilleurs experts au monde sur la comptabilité de la biodiversité pour le faire. On est quand même, on est arrivé à un niveau d'expertise pour écrire ces normes-là qui était très élevé. Donc, on n'a pas sorti des mauvaises normes, et on a sorti des normes. Les entreprises nous disent, quand on les lit et quand on les comprend, on fait confiance. On sait qu'en fait, quand on va être comparé avec les autres, ça sera sur des normes justes, ça sera sur des normes détaillées. Parce que beaucoup nous disent, ah oui, mais c'est trop détaillé. Mais en fait, si je vous pose la question de dire demain, la différence entre le salaire homme-femme, par exemple, Delphine, on l'a souvent eu Ouais. cet exemple-là. Bah, dans les sociétés de L'entreprise services, a, c'est un sujet, oui, effectivement. Souvent, on dit on n'a pas d'impact CO2, on n'a pas d'impact carbone, alors que ben, en fait, dans les sociétés de services en informatique, c'est un des premiers sujets, c'est oui, l'égalité, ça, l'inclusion typiquement, des la femmes. double matérialité va l'apporter. Mais si je prends un exemple
d'un KPI qu'on peut voir dans la GRI, qui est une ancienne norme privée qui existe Mhm. toujours. On n'avait pas ce détail, on ne savait pas comparer. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant de détails dans les ESRS? Et les entreprises nous remercient de pouvoir donner du détail parce que du coup, elles savent exactement comment elles doivent se comparer. Parce qu'une différence de salaire homme-femme, ça peut être fait sur les managers, ça peut être fait sur tout le monde, ça peut être Ouais. fait sur le COMEX, ça peut être fait sur tel pays, sur que les CDI, sur les CDI plus Mhm. les CDD. Bref, j'en passe et des meilleurs. Oui. Donc, il faut quand même un petit peu d'informations. Et il faut rappeler que c'est même pas 1/10 des normes financières non plus. Hein. Donc, Ouais. malheureusement, il y a eu beaucoup de mythes et beaucoup de choses dites qui sont fausses. Et ça dessert aujourd'hui un travail de titan qui a été fait avec beaucoup de patience et de passion par des gens qui étaient qualifiés pour le faire et qui ont fait un énorme boulot. Quoi. Du coup, Delphine, elle, toi, tu vis le truc plus de l'intérieur des entreprises en les accompagnant. Effectivement, ce flou-là, comment ça a été vécu? Est-ce que c'est un flou qui a été vécu aussi? C'est quoi ton reflet sur ce qu'on vient de partager? Ouais, c'est un flou qui est hyper perturbant pour les entreprises, en tout cas, pas celles du CAC 40, comme l'a dit déjà Delphine, qui, elles, sont déjà dedans, elles continuent, on va dire que les changements ne les concernent pas, ou peu en tout cas. Ouais. Les autres, celles qui étaient en train de s'y mettre, y a un gros flou qui se met parce que certains COMEX leur dit « Ouh là là, ne vous précipitez pas, on va attendre de voir ce qui se passe. Si ça se trouve, tout va tomber, tout va s'écrouler. » Enfin, je parle des obligations. Et puis d'autres qui disent non, le travail qu'on a entamé est un travail intéressant, utile, parce qu'une fois qu'on le fait sérieusement, en fait, on voit bien que ce soit au niveau des directions financières, que ce soit de la RSE bien entendu, mais aussi des COMEX, etc. Les dirigeants, les décideurs se disent « Ah tiens, on regarde des choses d'une façon différente, c'est hyper intéressant » et ils comprennent effectivement que c'est pour un modèle plus robuste. Et ça intéresse tout le monde, que ce soit ceux qui défendent la planète, que ce soit ceux qui défendent les salariés ou que ce soit ceux qui défendent la pérennité du modèle économique de leur entreprise. Donc, pour le coup, il y a ces deux volets, je dirais. Il y a des attentistes et il y a des gens qui se disent non, on continue. Par contre, on a plus de temps. Donc, on ne va pas le faire dans la précipitation, mais on continue sur la même tendance. On va le faire plus sérieusement, moins précipité, mais on le fait et on continue. Et en tout cas, moi, de ce que je vois... Il y a une pression interne, du coup, qui se crée, c'est ça? Pardon? Il y a une pression interne qui se crée au-delà de la pression externe, quoi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont obligés en interne de défendre le fait qu'il faut continuer, ça c'est sûr. Bah, Il y en a d'autres qui défendent pas. J'imagine que si tu fais avancer les sujets sur la partie sociale, le CSE, du coup, il devient vachement plus moteur, voire contrainte sur le CSR ou sur la RSE, quoi. En fait, pour moi, c'est des alliés, c'est des acteurs, c'est des gens en fait qui vont aider à faire avancer les sujets. Et ils deviennent pour moi plus. On est moins dans l'opposition et on est plus dans la co-construction en fait. Et ça, c'est un bienfait quand même, hein, d'arrêter d'être dans l'opposition et d'être côte à côte pour pouvoir avancer vers des sujets communs. Ça, la question de Lauriane dans le chat est intéressante parce que justement, la RSE, c'est pas juste une branche qui mesure l'impact carbone d'une boîte, c'est ce reporting extra-financier, c'est valoriser la création de valeur au-delà de la marge opérationnelle, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez de l'intérieur aussi? Mais carrément, les gens comprennent quand ils font les choses, comme je disais, de façon sérieuse, ils comprennent que la valeur, elle n'est pas que la valeur financière. Ils comprennent que le capital, c'est pas que le capital économique et financier, qu'il y a un capital naturel, qu'il y a un capital humain, et que tout ça crée de la valeur, et la valeur, qu'elle soit matérielle et immatérielle, etc. Donc oui, complètement. C'est-à-dire que tu vois, maintenant, le monde n'a pas changé, mais les chroniqueurs sur BFM, qui sont plutôt libéraux d'habitude, sans critiquer, maintenant ils parlent quand même des indicateurs RSE et de la création de valeur pérenne et de la finance verte et des choses comme ça, comme si c'était quelque chose qui s'était un peu normalisé. Ça veut dire quand même que les financiers, au-delà des militants RSE, les financiers, ils ont compris parce que le mot de reporting extra-financier, je t'avoue qu'il est assez obscur pour le commun des mortels, pour les non-comptables, quoi.
Mais Mais- les ouais. financiers aussi comprennent qu'il y a de la valeur en dehors du reporting financier, quoi. Oui, moi je vais mettre un petit bémol quand même à ça parce que oui, ça se démocratise et on voit des gens intéressés par ces sujets-là, malheureusement avec de la monétarisation qui n'est pas la bonne, pour moi, la bonne approche. Donc on a quand même encore du travail d'éducation autour de qu'est-ce que c'est que cette valeur créée. Par contre, ce qu'on peut dire, il y a quand même plusieurs éléments intéressants autour de pourquoi ça intéresse, pourquoi les COMEX sont encore intéressés par ces sujets-là. C'est que récemment, on a quand même pu voir beaucoup de choses qui ont créé des alertes. Je pense que cet été va être une nouvelle alerte au niveau de la canicule en France, mais Il va faire chaud. il va faire chaud et même en Bretagne, je pense qu'on va de nouveau voir Que un été la très chaud. Bretagne du Sud, c'est la Bretagne du Sud, quoi. C'est le Et sud de la alors, Bretagne. je vais... Le sud de la Bretagne, ça reste le sud. C'est ça que je voulais dire. Oui, Vous l'avez? c'est ça. C'est bon, parce que je l'ai raté la première fois, hein. Ouais, la première. Donc, par exemple, 50% des deals aujourd'hui, ce qu'on appelle en fusion-acquisition, ne se font pas pour un critère RSE. Donc, ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des modèles d'entreprise qui apparaissent trop risqués d'acheter parce que le modèle d'affaires n'est plus en phase avec l'avenir. Ça, c'est Ouais. important. Il y a d'autres exemples qu'on a pu voir liés à effectivement cette question de la sécheresse et du manque d'eau dans le sud de la France. On en avait reparlé tout à l'heure avec Damien, mais il y a des villages, des villes dans le sud de la France dans lesquelles il est aujourd'hui interdit de construire. Donc ça veut dire quoi pour l'industrie de la construction dans ces villes-là? On sait qu'en fait, on parle beaucoup des Bouygues, etc., mais dans les villes, villages, ce sont les entreprises qui construisent vos maisons, ce sont des PME. Hein, c'est même pas Ouais. la taille ETI, c'est des PME. Oui, Et donc, j'ai qui des dit... voisins qui Voilà. sont bricoleurs. J'ai l'impression qu'il y a un business des maisons dans mon village. Ben, de toute façon, il y a des PME qui vont, ouais, il y en a ici, il y en a voilà, 2-3 entreprises sur le coin, il n'y en a pas 36 000 non plus, qui sont dans la construction de maisons. Ces Ouais. entreprises-là, demain, on vous dit comme dans le Var, restriction parce qu'il n'y a plus assez d'eau à partager entre les habitants, donc on ne peut plus construire de nouvelles maisons. Ils ne Ouais. se rabattront pas que sur la rénovation. Donc, du coup, ils vont mourir. Il y a eu ça sur les piscines, il y a eu des interdictions. Il y a eu des interdictions sur les industriels. Donc là, il y a eu une année, en 2022, où dans le sud de la France, les préfets ont appelé les industries, on leur a dit, vous ne pouvez pas consommer autant d'eau que l'année dernière, c'est moins 40%. Alors, soit vous pouvez faire, mais c'est souvent des investissements, soit vous ne pouvez pas vous fermer. Si vous fermez 2 mois d'été, ça veut dire pas de chiffre d'affaires, ça veut dire potentiellement vous mettez la clé sous la porte à la rentrée. Et ça, c'est des choses qui se sont passées dans les 3 dernières années. Ouais. Et c'est la France. T'es déjà en train de rentrer dans la double matérialité. T'es très très motivé, mais on va prendre les questions du chat. Manon pose la question. Alors je vais la reformuler un tout petit peu parce que je la trouve intéressante. Là tu étais un peu en train de donner un exemple. Hein, donc sur la construction, effectivement, la double matérialité liée aux limites planétaires ou du moins la richesse des sols, elle est assez violente. Est-ce qu'il y a voilà, comment toi tu sais une entreprise ou une direction, c'est quoi les signaux verts comme quoi c'est une direction qui va être sensible au sujet RSE? Ça peut être dans le type de l'entreprise, mais ça peut être aussi dans la personnalité des dirigeants ou dans l'organisation, tu vois. Ouais, c'est difficile de dire, je suis pas Delphine, c'est l'exemple. Ouais, Moi, je pense que c'est dur ouais. à répondre. Vas-y, je compléterai après. Vas-y, commence. Non, mais vas-y, non, Delphine, elle commence pour une fois. Vas-y, Delphine. Ok. En fait, il n'y a pas de règle. Il y a des secteurs qui sont peut-être plus sensibles que d'autres et donc, par la force des choses, il y a une conscience qui monte et qu'il faut affronter, on va dire. Après, moi, je vois quand même beaucoup, j'ai eu ça comme témoignage, pas mal de dirigeants qui se sont fait un peu chambouler aussi par la génération d'après, c'est-à-dire leurs enfants, hein, qui leur ont dit non mais là ce que tu es en train de faire avec ta boîte etc c'est pas bien, c'est pas pérenne, je suis pas ok avec ta façon de penser et d'agir, et je pense que ça bouscule quand même, et moi j'ai pas mal de dirigeants qui ont décidé d'agir et de s'y mettre et de regarder les choses bousculées par leurs propres enfants en fait. C'est une vraie réalité. Okay. En plus les dirigeants des enfants, c'est un signe positif. En plus du côté secteur sensible, on va dire. Ouais. Delphine G, ça peut être quoi les autres indicateurs que tu vois? Peut-être le fait que les... Ouais. Si le DAF est impliqué, c'est bête à dire, mais ça n'a pas été le cas pendant des années. Moi, je viens de la fonction finance et jusqu'ici, c'était très difficile de leur parler. Si, quand on vous propose une mission, vous parlez qu'à la direction RSE qui est toute seule et qui est souvent pas au COMEX, ça va être difficile. Et si, par contre, le DAF est impliqué, ça va être beaucoup plus facile. D'abord, c'est des personnes qui sont des bras droits
Donc, généralement, si eux sont impliqués, ça veut dire qu'ils ont le feu vert d'en haut. Et en plus, ils ont le cordon de la bourse. Donc, qui dit, non pas que pour payer la mission, je ne parle pas de ça, je parle aussi des investissements qu'il va falloir faire, des transformations de modèles d'affaires qui vont nécessiter des réflexions plus intenses. Et le fait d'avoir l'aval et la possibilité que la direction financière soit l'épaule et le soutien de la direction RSE dans ces travaux-là, c'est vraiment, vraiment important. Et eux sont au COMEX, parce que dans les ETI, les directions RSE sont très, très rarement au COMEX. Alors, ça va rejoindre la question d'Alexandra et je vais la reformuler encore une fois. Je fais ça assez systématiquement. Mais de manière générale, c'est vrai que les postes, quand on avait un responsable RSE avant, mais qui était finalement quelqu'un qui pilote une roadmap sans moyens attribués à ça, sans être dans un département et qui se retrouve à être un peu le casque bleu au milieu de tous les départements, mais en fait la RSE a pas forcément avancé. Est-ce que vous pensez voilà, qu'aujourd'hui, le contrôle de gestion intègre le sujet, le commerce l'intègre comme quelque chose qui... voilà, est-ce que c'est une fonction à part entière qui est devenue indispensable comme le commerce où on sait que si tu vends pas, t'as pas de chiffre d'affaires, ou est-ce que c'est un rôle qui est intégré dans toutes les fonctions? C'est quoi ce que vous pouvez observer chez les entreprises à ce niveau-là? Moi, j'observe que quand ça marche bien, c'est que chacun a compris ce que c'était dans chacun de son rôle et assume avec un mindset plus tourné vers la durabilité, la soutenabilité. Et c'est ça qui marche en fait. Pas forcément que ça repose sur l'un ou sur l'autre parce qu'il a plus de sensibilité, d'expertise ou de légitimité sur le sujet. Ouais. Tout le monde soit impliqué, quoi. Ça n'empêche pas d'avoir une direction RSE. Ça veut pas, pour moi, ça veut pas. Enfin, généralement, d'ailleurs, quand on efface la direction RSE, le sujet a tendance à plutôt s'effondrer. Donc, aujourd'hui, je verrais pas une entreprise sans direction RSE, mais c'est souvent des directions RSE rattachées à autre chose. Donc, ça peut être direction achat, ça peut être autre chose. Peu importe, direction et R&D, ça peut être plein de choses. Mais c'est vrai que déjà la direction financière, oui, depuis 4-5 ans, elle s'y met et ça, c'est vraiment appréciable de voir qu'il y a dans le contrôle de gestion ou dans la direction financière des personnes à temps partiel ou à temps plein. Ça, c'est plutôt pas mal. La nouvelle frontière pour moi, c'est R&D et commerce. Parce que l'achat, la logistique, je pense que s'y ont beaucoup mis. Mais par exemple, quand on en parle aux commerciaux ou au marketing, beaucoup plus difficile. Et la R&D, parfois aussi. Donc moi, je trouve que c'est... en fait, toutes les fonctions doivent avoir apporté leur vision du sujet pour aller de l'avant. Quand on finit une double matérialité dont on parlera sans doute, et que la direction des RSE doit mobiliser des modifications, elle ne peut pas le faire toute seule. C'est impossible. Elle doit avoir le soutien du DAF, ok, mais quand il va falloir expliquer les changements que tu fais sur tes produits à tes clients, tu ne peux pas le faire sans les commerciaux et tu ne peux pas changer sans la R&D. Et tu peux, voilà, enfin bref, du coup, au final, il faut que tout le monde s'y mette. Il n'y a pas de choix. Alors je vais raccrocher un peu le chat. Alors je ne vois pas le commentaire de Jules, mais je vois des gens qui réagissent au commentaire de Jules. Je pense qu'il a fait une blague sur le sud de la Bretagne et la région nantaise, alors qu'on sait très bien qu'à Nantes, il y a quand même beaucoup trop de Vendéens pour que ce soit considéré comme la Bretagne. C'est pas trop je vois pas la conversation. Les Nantais vont en vacances en Vendée, donc ils vont pas en vacances en Bretagne. Donc le débat est relativement clos. Moi, je vais à Noirmoutier en vacances cet été. Qu'est-ce que j'allais dire? Sur la direction RSE, tu dis quand il n'y a plus la direction RSE, ça s'effondre. Mais quand on parle d'innovation, souvent on dit que s'il y a une direction innovation, c'est qu'il n'y a pas assez d'innovation dans l'équipe. Est-ce que quand même, tu vois, là on a dit un peu quand toutes les fonctions elles sont concernées, est-ce qu'il y a quand même un sujet de culture RSE, tu vois, de culture d'entreprise, au-delà de simplement une fonction et des outils, quoi. Et alors surtout, comment elle se matérialise cette culture? Est-ce qu'on fait des ateliers? Est-ce qu'on fait des challenges dans l'entreprise? Moi, j'ai du mal à comprendre comment ça se palpe, cette culture, vu que je suis à l'extérieur en tant que journaliste, je me rends pas compte, quoi. Peut-être Delphine, elle, là-dessus, tu pourras nous dire plus? En fait, moi, ce que je vois, c'est que la direction RSE
avant, c'était les experts et c'était eux qui avaient le sujet en main et qui devaient faire. Et aujourd'hui, la direction RSE, son rôle et sa mission, elle va être de coordonner, elle va être d'acculturer, elle va être de faire en sorte que chacun des métiers au sein de l'entreprise comprenne qu'est-ce que ça veut dire qu'être responsable quand on est acheteur, être responsable quand on fait du marketing, être responsable quand on fait de la communication, être responsable, enfin voilà, tout dans tous les métiers. Donc oui, une question d'acculturation, elle est hyper nécessaire. Pour moi, en fait, faire des séminaires, des ateliers, des choses comme ça, oui, bien sûr, c'est toujours utile, etc. Mais il faut vraiment comprendre dans son métier qu'est-ce que c'est qu'être responsable, en fait. Et c'est des changements de pratique de métier, parce que sinon, ça s'appelle du greenwashing et on se dit, ouais, on a fait une journée de l'environnement, c'était super, on a fait des challenges, etc. Mais c'est pas ça, en fait, qui suffit. C'est peut-être nécessaire pour donner envie d'aller explorer et d'aller envie de s'interroger sur ses propres pratiques métiers. Mais c'est vraiment le changement de pratique métier, le questionnement. Moi, j'adore quand on se questionne dans son métier et qu'on se dise, tel que je le faisais hier et tel que je dois le faire demain, c'est quoi les changements, quoi. Ouais. Non, mais en plus, c'est intéressant parce que justement, on est en train de dire que la RSE, c'est un changement de modèle d'affaires. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, on se dispute sur qui a consommé le plus de ramettes de papier, est-ce que les commerciaux doivent prendre l'avion plutôt que le train. Alors, c'est pas le sujet. On peut rentrer dans la double matérialité, du coup, là. Hein. C'est parfait, quelle transition. Et regardez, on a une question de Lauriane dans le chat qui nous dit, est-ce que vous voyez des changements de stratégie complets dans certaines entreprises ? Est-ce que vous avez des exemples ? Est-ce que vous avez des exemples qui illustrent le fait que voilà, la direction, l'ensemble de l'entreprise a compris ce que c'est la double matérialité à ce niveau-là ? Et du coup, on l'explique, on illustre. Je pense que c'est un lien avec la double matérialité. Alors, changement de stratégie complet, non, mais vraiment prise de conscience, mettre les pieds dans le plat et réfléchir autrement, oui. Parce qu'en fait, il y avait des belles... avant la CSRD, il y avait des belles stratégies, il y avait des gens qui avaient bossé, mais c'est vrai que c'était plus facile de s'attacher aux sujets les plus proches et les plus faciles. Et les plus voyants, et ceux pour lesquels il y avait des outils, etc. Alors que quand on fait la double matérialité, et Delphine et moi, on en a fait ensemble, on suit une méthodologie qui est précise dans le cadre de la CSRD et qui met vraiment les pieds dans le plat. Et là, on réveille quand même des éléments que souvent les entreprises nous disent « ouais, on le savait, mais bon, on l'avait un peu mis sous le tapis, quoi ». Et puis, malheureusement, ça bouscule aussi des entreprises où le climat, et quand je dis le climat, tout ce qui est changement climatique a été mis en avant parce que c'est le truc que tout le monde veut voir, mais qui devient, on leur dit qu'en fait, c'est pas matériel. Ouais. Je parle d'une société de service aujourd'hui. Le fait que les consultants prennent leur voiture pour aller au travail, c'est pas matériel. Le fait que vous utilisez des ordinateurs qui utilisent des minerais qui viennent de mines de je sais pas d'où, ça c'est un petit peu plus matériel. Et ça, on a eu beaucoup de mal à le faire entendre. Et du coup, ça remet en cause la façon dont les gens travaillaient, même en RSE, la façon dont ils voyaient le fait de décider de mettre du végétarien à la cantine ou pas. C'est bien, mais c'est pas l'essentiel. Donc la double matérialité, c'est vrai que ça fait réfléchir beaucoup à son rôle dans l'industrie, ses choix, son rôle dans la société, parce que malheureusement, ce que ça dit en fait la double matérialité, c'est que tu dois prendre en compte tes impacts et tes risques, mais tes impacts sur la société, même en indirect. Donc par exemple, si je parle par exemple de l'industrie de l'informatique, il y a plus d'hommes que de femmes. Ouais. Il y a aussi des problématiques du coup potentiellement de harcèlement, du fait que elles sont moins bien payées ou pas. Enfin bref, d'accès, il y a tout ça. Et puis en même temps, on galère à recruter. C'est des problématiques de société. Oui. Et on pourrait se dire, ouais, mais du coup, c'est pas mon problème, c'est le problème de la société, du gouvernement français qui incite pas les filles. Non, en fait, on a aussi sa part de choses à faire. Donc cette double matérialité, elle permet de remettre l'église au centre du village, de se poser les bonnes questions, d'accepter qu'il y a des choses qui vont être difficiles à traiter, mais qu'il faut les traiter. Voilà. Et ça, c'est des choses, je pense, qui sont vraiment essentielles. Du coup, quand on parle vraiment de changement de stratégie complet, oui, il y a des belles des choses comme Ørsted et autres qu'on voit, mais moi, si je pense plus par rapport à des entreprises à côté de Lauriane ou à côté des gens qui nous écoutent, ce qu'on voit, c'est que ça permet de sérieusement s'atteler à qu'est-ce qui est vraiment important. Et ça, quand c'est bien fait, la double matérialité, c'est très fort.
Voilà, Et pour illustrer je veux ouais, vas-y, bien, ouais, vas-y. je veux bien compléter aussi en introduisant le deuxième mot, la chaîne de valeur. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, les entreprises, elles se sont occupées de ce qui se passait entre leurs quatre murs parce qu'elles avaient plus de leviers. Or, parfois, les gros impacts, qu'ils soient humains ou qu'ils soient environnementaux, se trouvent en amont ou en aval d'eux. Et, et comme les leviers sont plus compliqués, elle s'y était pas attaquée. Ceci dit, si on veut vraiment changer et pérenniser les modèles économiques, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et donc, il faut travailler ensemble, il faut travailler avec des fournisseurs, des sous-traitants, et pas que le rang N-1 ou le client en N+1, etc. Il faut aller plus au-delà. C'est plus difficile, c'est un travail de longue haleine, mais c'est celui-là qui reflète la vraie pérennité d'un modèle. Alors, la double matérialité, maintenant, j'ai un doute. J'ai peut-être pas compris. Mais quand. Ah oui, on va leur expliquer peut-être. Parce que moi, j'avais compris avec l'exemple justement des entreprises de construction dans le Var, des PME qui faisaient la construction dans le Var. En fait, avant, elles avaient un impact sur l'eau en artificialisant les sols. Mais là, maintenant, c'est l'eau qui a un impact sur eux parce qu'elles peuvent plus artificialiser les sols. Donc, c'est de comprendre que si on mesure sur les 8 limites planétaires ou même sur l'impact social ou de manière générale, quand j'ai un impact négatif ou positif, en fait, cet impact me revient aussi et les autres ont un impact sur moi aussi. Complètement, oui, c'est complètement ça. La double matérialité, il y a bien deux sens. Il y a j'impacte la société et l'environnement et la société et l'environnement m'impactent. Et en fait, c'est souvent, d'ailleurs, on commence toujours par l'impact. Parce que c'est parce qu'on impacte que très souvent, derrière, on est impacté. Mais si je prends il n'y a pas de karma, quoi. Hein. C'est pas non plus. C'est pas si je me comporte bien, le monde ira mieux. Mais en même temps, il faut bien que ça commence par quelqu'un. Malheureusement, le changement climatique, par exemple, impacte aussi les sociétés de services. Ouais. Si je reprends l'exemple, aujourd'hui, une société de services qui fait des ménages elle a une empreinte sur le changement climatique, mais très faible. Par contre, les fortes chaleurs impactent la façon dont ses employés vont pouvoir travailler demain. Et donc ça, oui, malheureusement, le fameux karma, il va les toucher, alors qu'en fait, ils ont eu, eux, très peu d'impact, beaucoup moins que d'autres. Mais c'est l'ensemble qu'il faut regarder. Et souvent, aujourd'hui, les risques financiers, donc la partie double, elle est très faible. Donc les entreprises disent, ouais, mais le chiffre... En fait, moi, j'ai remarqué plusieurs fois que les entreprises me demandaient de montrer et d'insister sur les risques financiers auprès des COMEX parce que ils sont exponentiels et qui changent très rapidement, beaucoup plus que les impacts. Aujourd'hui, quand on regarde l'impact, par exemple, d'une entreprise agroalimentaire, c'est énorme. C'est-à-dire changement climatique, biodiversité, artificialisation, tout ça. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à avoir des abricots, j'ai encore des melons, j'ai tout ça, pas de problème. Sauf que quand vous travaillez avec... C'est incroyable d'avoir des bananes tous les jours. Moi, je ne sais pas si... Quand vous travaillez avec des entreprises agroalimentaires, elles savent, que par contre, si elles ont eu des abricots cette année, c'est parce qu'elles ont essayé plusieurs fournisseurs. Parce que dans plein de régions où elles allaient se fournir, il n'y en avait plus. Cette année-là, il y a eu une catastrophe, il y a eu des ravageurs, il y a eu je ne sais pas quoi. Donc, ils savent très bien qu'un jour, il n'y aura pas d'abricots pendant 2 mois dans plusieurs régions de France. Et ça, ils savent que ça arrive très vite. Parce qu'ils calculent la qualité, ils savent combien de jours de non-production dans telle région ils ont eu. Et ils ont insisté pour montrer qu'en fait, ces risques-là étaient exponentiels, qu'ils allaient impacter financièrement les entreprises qui ne savaient pas jongler avec leur chaîne de valeur rapidement et aider à remettre les chaînes de valeur en France. Moi, j'ai une entreprise qui travaille essentiellement à remettre sa chaîne de valeur en France parce que les risques qui se passent à l'autre bout du monde, ils ne les maîtrisent pas. Ouais. Ils sont trop petits pour les maîtriser. Par contre, travailler avec les producteurs locaux, ça, c'est plus facile. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se travaillent. Et c'est, comme disait Delphine, en fait, c'est très difficile, mais c'est stratégique. Et c'est économiquement très, très important pour les entreprises françaises de taille PME et ETI de se soucier de ça. Parce que les plus grosses, on l'a vu, le Dieselgate d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, je vais y arriver, c'est 2015, d'il y a 10 ans, il y a un coût sur la société qui est énorme. Je ne sais pas si vous avez vu l'article de France Info il y a quelques jours, mais ça n'a pas été porté par Volkswagen, qui existe toujours, et les autres qui ont triché. Par contre, donc il y a eu des journées, il y a eu des morts, etc. Aujourd'hui, par contre, les PME et les ETI ne survivront pas de la même manière. Donc, elles ont
10 fois plus, voire 100 fois plus intérêt à se préoccuper Ouais, des risques et des impacts que les... c'est-à-dire que quand Volkswagen prend une amende, il la répercute sur ses fournisseurs. C'est ça que tu essaies de dire aussi? Disons que ça les a pas, hein, ça les a moins secoués que si ça avait secoué effectivement un petit fournisseur. Ça, c'est sûr. Je vais reprendre les questions et Delphine, je te donne la parole juste après. Du coup, Jules, Nantes, il n'y a plus assez de Bretons pour que ce soit breton. Alexandra, on vient d'expliquer dans l'ensemble que les dirigeants, ils ont compris que l'intérêt, il est dans la pérennisation du business model. Mais est-ce que du coup... Alors moi, je veux bien répondre à Alexandra, justement. Vas-y, est-ce que du coup, on perd de l'argent quand même? Est-ce qu'on a sacrifié de la marge pour faire de la RSE? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est comme ça que tu Ouais, c'est pas une vision, c'est pas une bonne question, excuse-moi, Damien, du coup. C'était pas la bonne question. Ouais, mais est-ce que je peux la transcender? Est-ce que tu la lis comme ça, la question aussi, ou pas? Non, mais en gros, Delphine, elle vient de lâcher à court terme peut-être, mais ce qu'on vise quand même, c'est la pérennité. Donc c'est pas on perd pas de l'argent, on investit en fait. On investit sur l'avenir, on investit c'est vrai sur qu'on fait la des études pérennité de l'entreprise. concurrentielles pour voir comment les concurrents vont évoluer et comment positionner nos prix sur le marché. En fait, il faut étudier comment l'environnement va évoluer aussi. Ouais, et puis il faut étudier aussi les coûts de la non-RSE par rapport aux coûts de la RSE. Qu'est-ce que ça va coûter de ne pas s'être mis à temps? Qu'est-ce que ça va coûter de ne pas avoir vu la réalité en face ou d'avoir essayé de se dire non, tant qu'on peut tirer profit de ce modèle-là, on continue. Est-ce que je peux revenir du coup sur la question d'à côté sur la... Ouais, vas-y. Sur le renoncement, vas-y. Et sur le renoncement, oui, peut-être qu'il y a du renoncement. Et moi, j'en ai déjà vu des entreprises qui renonçaient à certaines activités, par exemple, ou à certains... Delphine a parlé des chaînes d'approvisionnement, à certains pays dans lesquels on peut plus aller sourcer, etc. etc. C'est sûr, il y a de ça. Et le renoncement, ça fait partie des questions qu'il faut se poser, certes, à côté de la sobriété, à côté de la recherche d'efficacité, d'efficience, etc. Mais oui, le renoncement, et ça, c'est hyper dur pour un dirigeant de parler renoncement, mais c'est quelque chose qu'il faut envisager aussi à côté du reste. Oui, et puis peut-être juste un point sur pourquoi le faire à long terme. Tu parlais de est-ce que ça va coûter? Moi, j'ai travaillé beaucoup ces dernières années avec des entreprises familiales. Donc, je pense qu'on a une responsabilité quand on est face... Moi, j'ai fait un devis pour une entreprise qui avait 500 ans. Est-ce que vous avez envie de ne pas avoir donné le bon conseil à l'entreprise qui a 500 ans par rapport à son avenir? Vous n'avez pas envie de participer à leur mentir sur la suite? Voilà. Alors, l'entreprise du sud de la France dont j'ai un petit peu parlé, 80 ans. Vous n'avez pas envie de dire à cette personne-là que demain, elle n'existera plus? Vous avez envie de lui dire que le monde change et de l'accompagner dans le changement. Moi, je pense que c'est ça. Et le renoncement financier, oui, je parlais de la Camif tout à l'heure, qui a renoncé, mais on a beaucoup parlé du cas de Nutella, il y en a sans doute plein d'autres. C'est un renoncer pour mieux se focaliser sur les produits d'avenir. Et puis en fait, la marge opérationnelle, elle sert à financer la transition, quoi. Exactement. On en a quand même besoin. Hein. Mais oui. Et la trésorerie que vous avez, souvent d'ailleurs, les entreprises familiales qui ont 80 ans, c'est qu'elles sont plutôt bien gérées, sinon elles seraient déjà plus là. Et elles ont la possibilité justement d'investir dans la transition. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on peut le faire aussi, pardon, je vais rajouter un petit point. Quand on est une PME, une ETI, on le fait en groupe et ensemble. On se groupe pour être plus fort. Voilà. Attends, il y a une question qui est super vieille, il faut qu'on la prenne à un moment. La DPEF, c'est l'audit ou c'est la divulgation des KPI? C'est l'ancien standard, on va dire, de divulgation avant la CSRD. Et donc du coup, ce qu'on a dit, c'est qu'aujourd'hui, a priori, il n'y aura pas d'audit, il n'y a pas d'obligation de divulgation non plus. Mais les entreprises qui ont commencé à travailler sur la divulgation, vu qu'elles ont travaillé les chiffres, elles vont les divulguer. C'est ça l'idée? Alors, je dirais, Delphine, tu compléteras aussi mais je dirais que il y a un report déjà, et c'est ce que les entreprises, en tout cas, elles ont en tête. Elles se disent, ok, on devait reporter l'année prochaine. En fait, on a 2 ans de plus pour s'y mettre. Ça, c'est celles qui rentraient nouvellement. C'était celles pour lesquelles ça allait être nouveau. Pour celles qui étaient soumises à la DPEF, bien souvent, elles avaient déjà pas mal entamé quand même le travail. Et elles ont quand même cette habitude de divulgation. Donc, celles-là, selon moi, quoi qu'il en soit, elles vont continuer de divulguer. Pourquoi? Parce qu'en plus, les banques les attendent, les investisseurs les attendent, tous ceux qui font appel à des fonds, en fait. Il y a de plus en plus de questionnaires, et tous les questionnaires, en fait, ou toutes les interrogations des agences de notation se sont quand même calés sur la CSRD.
Aujourd'hui, elles ont toutes fait évoluer leurs standards vers la CSRD. Donc, du coup, que ça soit obligatoire ou pas obligatoire, en tout cas, ceux qui en ont besoin vont demander ces informations-là. Donc, les entreprises ont tout intérêt à pas laisser tomber tout, à le faire dans le calme, certes, mais à continuer, parce que les demandes, qu'elles soient d'ordre légal, on va dire, ou d'ordre plus privé, elles sont là. Je prends un très bon point quand même là-dessus, j'insiste, c'est la CSRD avait servi à réduire le nombre de demandes auprès de ces PME qui croulaient sous le nombre de fournisseurs et de clients qui leur demandaient des choses. Et ça, c'est une vraie demande que porte notamment le groupe We Are Europe autour de dire, en fait, cette CSRD doit devenir le guichet unique. Et ça serait intelligent pour toutes les obligations de reporting, un seul endroit où les entreprises fournissent des infos, où les banques, les investisseurs et tout ça vont aller les demander. Et moi, j'ai eu le même retour des banques et investisseurs. Ils disent, de toute façon, les risques, ils sont là. Et donc, CSRD ou pas CSRD, on va demander des choses et on finira par ne financer que les entreprises non risquées. Et finalement, pour eux, c'est un dommage. C'est un dommage collatéral important, c'est-à-dire que eux, ils ont besoin de ces informations-là pour donner de l'argent et financer l'avenir, et ils vont continuer à le faire, et du coup, ça sera peut-être encore des trucs un peu différents les uns des autres. Si l'Europe ne décide pas de garder un reporting fort, ça va pénaliser les entreprises et les gens qui demandent des informations qui sont justes. Est-ce que ce que dit Lauriane ici, ça correspond à ce que tu disais, Delphine, c'est-à-dire que le coût de la non-RSE, vous mentionnez qu'effectivement, il y a pas mal de flou en ce moment, mais de manière générale, le monde, l'environnement des entreprises, il est dangereux, il est plus menaçant qu'avant. Donc il y a déjà des entreprises qui voient le fait d'avoir investi dans la RSE, ça a rendu leur environnement plus prévisible, moins dangereux, et ça leur a permis d'éviter des pertes sur les années précédentes, en particulier sur les coûts de l'énergie. C'est un sujet qui a été très présent sur les 2-3 dernières années, quoi. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, Delphine, quand tu parlais du coût de la non-RSE ? Ah oui, complètement. C'est-à-dire le coût de la non-anticipation d'un certain nombre de choses, c'est hyper important. Et on est plus capable aujourd'hui de chiffrer les coûts de la RSE, combien on a investi, combien on a dépensé, etc., que combien ça nous aurait coûté si on ne l'avait pas fait, en fait. Ça, c'est un exercice qu'on fait un peu moins. Et on devrait le faire, en fait, pour un peu plus, en tout cas, s'y attaquer, pour pouvoir... gérer des budgets mieux et mieux déterminer des budgets adéquats en fait à cette transition. On est sur la fin. Là, ici, c'est vraiment... Alors, vous avez posé des questions, c'était chouette, c'était hyper interactif. On est très haut en énergie. On est sur la fin. On va pas tarder à conclure. Moi, ce que je comprends ici, c'est quand même que vous me dites, les entreprises sont mal à l'aise dans le flou, il y a un flou, il y a un contexte, mais finalement, la RSE, au final, c'est mettre la lumière sur ce qui est flou pour qu'on prenne des décisions plus claires, en prenant en conscience l'ensemble de l'environnement, de la chaîne de valeur, et on ne parle pas que de climat, on parle du contexte économique et social aussi, quoi. J'ai bien compris le message aujourd'hui, c'est ça que vous vouliez faire passer ? Mais oui, je pense que ça rend visible des choses qui étaient invisibles. Et surtout, ça éclaire un chemin qui est quand même pavé d'incertitudes sociales et environnementales de plus en plus nombreuses. Donc oui, pour moi, c'est éclairer des éléments, donner des informations qu'un décideur a besoin pour son avenir, c'est sûr. Et donc, par rapport au flou, je réponds quand même à la personne qui me parlait de rumeurs. Je pense que je redis ce que j'ai dit au début, si vous êtes attaché à regarder toutes les rumeurs qui tombent, vous n'allez pas dormir la nuit et pas savoir quoi faire. Comme Delphine Lopez le dit et on le redit, je pense qu'il faut absolument continuer les efforts que vous avez faits. C'est la survie de votre entreprise qui est en jeu et donc continuez à faire. Du coup, il y a du temps pour le faire, certes, mais continuez à vous faire accompagner et à travailler vos enjeux RSE parce que c'est vraiment, vraiment important pour la société et même moi je le dis souvent, pour l'économie française, on a vraiment besoin d'entreprises solides sur ces sujets-là. Voilà. Franchement, ça pourrait être limite la conclusion du webinaire, quoi. Et je peux faire un tout petit peu de pub quand même pour ceux qui se sentent seuls, pour les personnes qui se sentent seules, qui ont trouvé que c'était dur ces derniers mois. Regardez ce que les entreprises ont dit dans le questionnaire de We Are Europe. C'est super important, vous le trouverez partout, relayé We Are Europe sur LinkedIn.
Ils ont fait un document d'une centaine de pages sur un questionnaire où les entreprises dans toute l'Europe ont répondu sur leur avis sur l'omnibus et sur la CSRD. Vous verrez qu'en fait, l'avis est complètement contraire à ce que l'Europe est en train de faire et qu'en fait, les entreprises sont très, très demandeuses d'aide sur ce sujet-là. Et ça vaut le coup, quand on a été un peu chahuté et qu'on a besoin d'aide par rapport à son COMEX et autres, d'aller sortir quelques petits chiffres de cette étude qui est fantastique. Voilà. La question de fin de Benoît, elle est massive. Même moi, j'ai besoin de temps pour la lire. Seconde remarque, qu'est-ce que l'analyse de la matérialité, quelles entreprises vont plus loin dans la prise en compte des impacts, mais travaillent à leur cause pour vraiment disrupter, ne pas chercher la réduction de quelques indicateurs d'impact. C'est vrai, typiquement sur les entreprises du numérique, on parle de l'index de rémunération homme-femme. Mais en fait, à la fin du sujet, faut que l'industrie tout ensemble, elle bouge pour être plus inclusive. Là, c'est déjà bien parce que on regarde au moins chez nous, au lieu de dire il faudrait que les formations soient plus inclusives avant que nous, on le soit. Au moins, on commence à bouger nous. Comment on fait Est-ce que vous voyez des entreprises qui passent un cap d'essayer de faire bouger les autres entreprises pour faire un changement vraiment dans l'industrie ? Pas forcément sur ce sujet-là, mais de manière générale sur le sujet. Moi, sur le numérique, je vous dirais d'aller suivre et d'aller suivre ce que fait Dominique Bugnet, qui est absolument génial. Et je fais un peu de pub pour elle, mais c'est l'ancienne CSO de Docto et je pense qu'elle a plein de projets dans sa tête. On a eu des conversations parce que je disclose que j'ai pu travailler avec elle quand même. Et en fait, elle est assez disruptive dans sa conception des choses sur le numérique. Donc, si vous avez envie d'entendre des choses un petit peu plus, qui poussent un peu les choses, ça vaut le coup d'aller regarder ce qu'elle va faire et de discuter avec elle. Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça, des ressources à suivre ? Vous avez parlé de We Are Europe, vous avez parlé de... tu mentionnes cette personne-là, il faudra que je la remette dans le chat ou Cassandra va nous aider à la retrouver. Est-ce que vous avez d'autres ressources à suivre ou d'autres sujets ? On peut toujours aller voir du côté du C3D, où du coup, il y a pas mal de choses qui se passent. Bicorp, bien sûr, on en avait parlé en intro un peu, mais effectivement. Ouais, on a parlé en off avant. On a parlé mais je l'avoue, c'est un mouvement qui est quand même... Alors, tous les mouvements ont des défauts, mais Bicorp vient de sortir des nouveaux standards qui sont encore plus exigeants. Ça reste une piste intéressante pour regarder ce qui se passe. Il y en a toujours qui trouveront des petits canards boiteux dans chaque chose, mais ça reste... c'est un mouvement qui a plus de 20 ans aujourd'hui et qui ça vaut le coup de le regarder, quoi. De manière générale, alors du coup, j'en profite pour faire un appel à l'action sur si vous êtes à Lille, le Dev Lille la semaine prochaine, je tourne un sujet pour poser la question aux collaborateurs dans les ESN. Est-ce que Bicorp, ça change quelque chose pour vous ? Est-ce que vous préféreriez bosser dans une ESN qui est Bicorp ou non ? Est-ce que ça fait vraiment une différence dans vos critères ? Donc, venez me voir, envoyez-moi un email, envoyez-moi un DM sur LinkedIn si vous voulez participer à la vidéo, si vous êtes sur place, si vous connaissez quelqu'un, je dois interviewer. C'est un micro-trottoir, plus j'ai d'intervenants, plus le truc est intéressant, quoi. Et effectivement, moi je me pose la question. C'est chouette, en tout cas, c'est chouette d'avoir des experts sur le sujet, c'est chouette d'avoir des comptables, mais à la fin de la journée, je serais content d'avoir le point de vue des collaborateurs sur ce sujet-là, quoi. Bon, tout le monde est content de vous avoir vu dans le chat, les gens se disent oui, vous êtes sympa, tout ça. Voilà, le webinaire était chouette. Est-ce que vous voulez un mot de la fin ? Gardez le sourire et gardez la pêche et gardez la foi. Gardez la pêche. Ouais, moi je dirais, il y a plein de choses qui fonctionnent et donc capitalisons sur ce qui fonctionne au lieu de regarder ce qui ne fonctionne pas. Ça marche. Faisons comme ça. Très bien. merci aux invités, merci à In-Situ, merci au public. Je rappelle qu'il faut vous abonner à la page LinkedIn, suivez la page LinkedIn de In-Situ pour être notifié du prochain webinaire. Il y en aura forcément un, probablement un fin juin, début juillet. Et oui, j'ai marqué dans mes notes annonce de la prochaine émission si connue. Je ne sais pas quel sujet honnêtement, mais ne vous inquiétez pas, on a plein de trucs à raconter. Voilà, et vive la positivité, les gens adorent la positivité dans le chat. C'est parti, à bientôt. Merci. Suivez-nous, je suis drôle, dit Cassandra. Au revoir.